Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Post Carrière Viens on en parle, un podcast qui a pour but de donner la parole aux sportives et aux sportifs afin de retracer avec eux les bons mais également les mauvais moments de leur carrière. Aujourd'hui, nous sommes avec Rachel Young, ancienne athlète de haut niveau en aviron, aujourd'hui conseillère en image et sponsoring pour athlètes professionnels, et Erwan Lecor, kinésithérapeute du sport et directeur de performance et santé. Dans cet épisode, nous allons parler de leur place en tant qu'acteurs de la performance et travailleurs de l'ombre au service de la performance. Nous aborderons également l'impact du sport de haut niveau, cette fois-ci sur un autre terrain, mais pas que. Merci d'être présents avec nous pour ce nouvel épisode. Rachel et Erwan, merci encore d'être avec nous. Comme vous le savez, on parle de santé mentale et de santé, et aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de votre santé mentale, si vous êtes d'accord. Tous les deux, vous vous épanouissez dans le sport de haut niveau, vous êtes agent et kiné. Et on le sait et on l'a vu dans nos épisodes précédents, le sport de haut niveau peut avoir un impact sur les sportifs. Et aujourd'hui, on voudrait savoir comment le sport de haut niveau vous a impacté, mais surtout comment vous impactez le sport de haut niveau. En commençant par toi, Rachel, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi concerne ton métier et comment tu mets ta marque dans le sport de haut niveau? Merci à toutes les deux pour l'invitation aujourd'hui. Je suis très honorée de faire partie de votre podcast, votre création, et je trouve ça hyper chouette que vous le développez ensemble. Donc bravo à toutes les deux. Et moi, je suis Rachel Young, je suis agent d'athlète. Donc j'accompagne des athlètes professionnels et des talents dans leur développement de communication, développement d'image, et surtout, je les aide à rechercher des partenaires. Donc ça fait 4 ans que j'ai lancé l'agence et j'ai la chance d'accompagner Anne-Cécile Siofani depuis 2021, autour de Paris 2024 et maintenant Los Angeles. Ouais, puis tu as un petit bagage également supplémentaire parce que toi aussi tu as été athlète de haut niveau. Tu as fait de l'aviron. Pendant 10 Voilà, ans? pendant Ouais. très longtemps, oui. Je suis ancienne athlète de haut niveau, j'ai porté les couleurs de la France pendant 10 ans au sein de l'équipe de France d'aviron et on en parlera tout à l'heure j'imagine, mais c'est vrai que la bascule n'est jamais facile et évidente. Et pour moi, je trouve que en tout cas la création de l'agence a été un rebond, même si ça fait 10 ans que je travaille dans le sport marketing maintenant, mais vraiment de me lancer, de créer l'agence en 2021 devant les Jeux Olympiques de Tokyo. Et je me suis dit qu'avec l'expertise que j'avais dans le sport marketing, en étant passée par le Biarritz Olympique et les Girondins de Bordeaux, je suis revenue un peu à ma première passion, le sport olympique. Et comment aider ces athlètes qui déjà m'a semblé avoir des complications pour mener de front leur carrière et à la fois leur vie perso. Je crois qu'aujourd'hui, tu suis 13 athlètes, c'est ça? Et 10 disciplines olympiques, si je ne me trompe Oui, pas. alors autour de Paris 2024, j'ai accompagné 13 athlètes. Okay. 8 ont fait les Jeux et 4 ont été médaillés olympiques. Et on a collaboré avec une quinzaine de marques. Et aujourd'hui, année post-Jeux olympiques, et on a vu quelques vidéos là récemment, notamment Mélanie Dos Santos, qui expliquait un petit peu le retour d'une phase normale post-Jeux olympiques. Donc aujourd'hui, j'accompagne 5 athlètes. Ça te fait quand même un sacré palmarès finalement entre ton palmarès perso et le palmarès de tes athlètes. Donc c'est chouette, ça te fait... Ben ouais, c'est un beau palmarès. Hein. Ouais, je parlerai pas de revanche, parce que moi, j'ai pas fait les Jeux Olympiques et c'était mon rêve le plus profond, les Jeux Olympiques. On a manqué la qualif pour les Jeux, à la Coupe du Monde de Lucerne. Quel jeu, si je peux Jeu de Rio. Rio. Voilà. Donc Rio, c'était vraiment mon rêve, parce que j'étais partie m'entraîner à Rio. J'ai appris la langue là-bas, c'est vraiment une expérience humaine incroyable. Et c'est ce que je retiens de l'aviron. Ouais, justement, tu parlais de la sphère qui entoure les athlètes. Et ça me permet de revenir à toi, Erwan. Tu fais partie, comme Rachel, mais tu fais partie de ces personnes qui travaillent dans l'ombre pour l'épanouissement des athlètes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
l'essence même de ton métier? Donc moi, mon métier de départ, c'est kinésithérapeute. J'ai été kiné en 2008. Moi, je viens d'un sport olympique, j'étais escrimeur. Donc ma frustration, c'est de jamais avoir touché le haut niveau en tant que tireur. Je faisais du fleuret, j'en ai fait énormément en compétition à niveau national. Et après, j'ai basculé du côté de l'arbitrage, où j'ai été arbitre international chez les jeunes. Et c'est vraiment l'escrime qui, moi, m'a bercé dans ma vie de sportif depuis tout petit. Et assez spontanément, assez rapidement, j'ai toujours voulu avoir un métier qui restait tourné autour du sport. Et la kiné s'est présentée à moi petit, à ma première entorse de cheville en 6e. Et c'est comme ça que ce métier de kiné a pris place dans mon esprit et finalement m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai été aussi bercé dans ce côté sport et performance, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau de ma pratique. J'avais un gros volume d'activités sportives par l'escrime. Et j'ai été aussi poussé dans ça, ce qui a été positif sur plein de choses, ce qui m'a permis d'évoluer dans le sport de haut niveau assez rapidement parce que c'était l'objectif que j'avais, c'était celui-ci, c'était d'aller travailler dans le sport de haut niveau. Donc j'ai vraiment orienté ma carrière de kiné là-dedans, ce qui m'a permis de travailler au club de rugby de Massy en Pro D2. Ensuite, j'ai basculé au Stade Français avec l'équipe professionnelle pendant 6 ans. Ensuite au Paris FC et en parallèle avec la Fédération française d'athlétisme. Donc le sport olympique et sport professionnel, ça a pour moi toujours été l'objectif à atteindre. Et j'ai aussi eu ce moment où je me suis retrouvé à un moment de ma vie professionnelle de qu'est-ce que je fais maintenant? Avec un gros vide, c'était au Stade Français où je me disais, mais une fois que j'aurais terminé ce cycle-là, c'est quoi la suite? Parce que je sentais bien qu'il y avait quand même des choses qui ne me convenaient pas dans ma pratique, dans l'environnement, dans les interactions que j'avais avec les gens, juste dans le cadre de travail. Et je me suis dit, mais le jour où je quitte ça, qu'est-ce qui va se passer après? Et ça a été un moment assez difficile pour le coup dans ma vie personnelle, parce que ça m'a amené dans un moment de doute, de dépression, de questionnement sur le sens de la vie et sur le pourquoi je fais ce métier-là. Et il a fallu aussi que je trouve des ressources supplémentaires, des idées supplémentaires et des projets. C'est pour ça que quand tu parles toujours de raccrocher le sportif au projet, moi c'est la même chose. J'ai eu besoin de trouver un projet dans lequel j'avais cette sensation de donner du sens. Et ça s'est fait par la création d'un espace sur lequel je travaille aujourd'hui, Anetka, qui est un lieu qui me permet finalement de développer toutes les activités professionnelles qui me correspondent, l'accompagnement du sportif, le soin, la préparation physique, la formation, l'organisation de moments de rencontre. Et en fait, tout est tourné autour d'un lieu qui permet d'accueillir, de faire se rencontrer les gens et puis de créer quelque chose une fois qu'on a mis ces gens en commun. Et c'est vrai qu'il a fallu un petit peu de temps, hein, c'est une phase qui a duré au moins 4 ans, de la création de ce projet et de vraiment le sentiment d'être pleinement impliqué et clair dans ce que je fais pour me sentir, et depuis quelque temps, ça y est, un peu libéré dans ma façon de pratiquer, dans ma façon de vivre mon rapport professionnel et mon rapport à l'autre. Justement, je voulais rebondir sur le fait que tu aies travaillé dans des structures, dans des clubs ou autres fédérations. Et contrairement à toi, Rachel, où tu es directement en relation et tu construis directement avec le sportif ou la sportive, toi, c'était particulier parce que c'est un peu une relation avec plusieurs parties. C'est-à-dire que c'est pas seulement toi et l'athlète, tu dois aussi prendre en compte les dires des médecins, les dires des coachs, les dires aussi de l'athlète potentiellement, adapter à ses besoins, ses formes. Et en fait, je voulais te demander comment tu te sentais, même si tu l'as un peu dit sur ton besoin de créativité et de doute que tu as pu, dans lequel tu t'épanouis maintenant, mais comment tu te positionnais à ce moment-là, dans cette relation un peu multi-partite là. Et est-ce que tu te sentais reconnu malgré tout? Comment tu te sentais vraiment dans cette relation? Alors, pour être très franc, j'ai vécu mes meilleurs souvenirs en club sportif au Stade Français sur les premières années où j'ai commencé à travailler là-bas, parce qu'on a vécu des titres, on a vécu des moments vraiment de joie extrême, de réussite et justement de saison sportive. Et j'ai vécu mes pires années professionnelles à un moment où justement les relations au sein du staff, et particulièrement du staff médical, étaient très mauvaises, où j'ai eu des relations extrêmement tendues avec mes collègues proches. Et ça m'a vraiment bouffé pendant quasiment 2 ans, où je me suis retrouvé empêtré là-dedans. Et effectivement, la grande difficulté, c'est de se dire que on est
une personne à part entière avec un profil, des formations, une vision de notre vie et de notre pratique, mais qu'on doit réussir à l'intégrer dans un staff qui est extrêmement riche. Dans un club de rugby, c'est quasiment 25 membres de staff, tout compris, médical, prépa physique, intendant, analyse vidéo, et les entraîneurs. Et tout ce monde-là doit arriver à être tourné vers un objectif commun. Et parfois, l'idée de l'individu n'est pas celle qui ira au collectif et il faut savoir faire avec. Et ça a été un moment de vie où j'ai eu du mal à accepter ça et j'ai eu du mal à rentrer dans un collectif. Je crois que très rapidement, en fait, je ne l'avais pas encore compris, mais j'avais besoin de cette individualité et de cette autonomie que je n'ai pas réussi à mettre en place ou à trouver. Et je pense que c'est peut-être même un peu difficile de trouver dans un club où on doit être effectivement dépendant d'une décision de médecin, d'une façon de pratiquer d'un collègue, de l'entraîneur qui a ses besoins. Et ça, c'est sûr que c'est particulier. Voilà, il y a eu un moment où ça allait, et puis il y a eu un moment où, quelques années après, ça a été assez difficile à vivre. Et c'est ce qui a fait que j'ai dû un petit peu aussi transformer ma pratique et aller chercher une autre façon de faire qui correspondait plus à ce que j'étais et à ce que j'avais envie de faire. Mais il a fallu le temps. Quand on est kiné et qu'on veut bosser dans le sport, une des premières orientations, c'est de se dire si je veux travailler de mon métier dans le sport de haut niveau, c'est d'intégrer un club. Et c'est comme ça, moi, que je l'ai vécu au départ. C'était vraiment ok, je suis kiné du sport. Mon objectif, c'est de travailler dans un club professionnel. Et puis une fois que c'est fait, une fois que tu te rends compte que tout n'est pas parfait ou pas tout adapté à ta personnalité, c'est là où tu commences à te questionner sur finalement vers quoi je dois aller. Et c'est pas forcément évident. Et je pense que c'est un peu comme vous, sportifs, vous vivez votre vie de sportif et puis à un moment, il va falloir réfléchir à une transition et à autre chose, à une autre façon de faire. Et en kiné, moi, c'était pareil. Je me suis retrouvé à une fin de cycle en me disant, ça sera quoi le cycle d'après ? Et c'est pas forcément évident à l'intérioriser et puis à trouver des solutions. Je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, j'ai travaillé en club aussi, mais du côté administratif. Et je peux complètement comprendre ce que tu as pu ressentir. Parce qu'en fait, donc pour un kiné qui veut faire kiné du sport, l'idéal et l'objectif, c'est de rentrer dans un club professionnel. Et à la fois une personne qui veut travailler dans l'univers du sport. Et je le vois bien, j'enseigne aussi dans une école de sport marketing. Tous les élèves, lorsque je leur demande qu'est-ce que vous voulez faire, on veut travailler dans un club de sport. Et en fait, moi aussi, j'ai idéalisé le club de sport. Et lorsqu'on intègre un club de sport, donc moi, j'ai travaillé en Pro D2 et en Ligue 1. Et en Pro D2, autant, donc c'était avec le staff de Gonzalo Quesada. Ouais, on a eu le même, voilà. on a eu le même coach. Donc là où j'avais beaucoup de liberté, je pouvais créer, je pouvais être... je faisais tout, je tenais la caméra, je faisais les montages, une grande liberté. Et à la fois, l'effet couteau suisse, c'est éreintant et c'est fatigant à terme. Et j'ai eu de la chance, grâce à l'aviron aussi, j'ai pu faire un saut aux États-Unis lors d'une compétition et j'ai fait un stage d'observation avec les Celtics de Boston, donc en NBA, où je me suis dit waouh, le marketing c'est incroyable là-bas en NBA. Et donc mon objectif c'était d'intégrer un club de Ligue 1 en me disant Pro D2, sympa, c'est la transition, mais voilà, c'est la transition, le sport marketing, le club Girondins de Bordeaux, c'était un super club, c'était la Ligue Europa. Et en fait, je me suis retrouvée dans la même situation où il y a beaucoup de monde qui veulent travailler et bien sûr qu'il y a un objectif commun, mais de trouver sa place parmi cette organisation, c'est très compliqué. Et peut-être que sur des profils d'entrepreneurs où on aime bien porter un projet de A à Z, on n'est pas fait pour cet encadrement-là, puisque je veux monter un projet, on est 25 autour de la table et forcément le projet, on a tous des bonnes idées. Et mon idée, elle n'est pas portée à la fin. Et donc, ça fait des comptes, que ça soit la mienne ou une autre. Et du coup, je pense que ce que toi, tu as pu retenir, alors que toi, tu as une pression sportive, où en plus, l'athlète doit jouer. Et moi, je travaille du côté partenaire, mais des clubs. Donc, je vois tout à fait où je pense qu'on idéalise un petit peu les clubs. Et au final, en interne, c'est compliqué, quoi. C'est la jungle. Ça peut être un peu déceptif, c'est la jungle, les relations humaines ne sont pas forcément évidentes. Et puis parce que la considération, et puis on a toujours ce côté
tout le monde aimerait être à ta place. Donc en plus, ça met cette pression-là de mince, tout le monde veut être à ma place, mais en fait, moi, cette place, je suis pas trop sûr d'avoir envie de l'avoir. Et donc, ça pose question de où est-ce qu'on doit aller. Et c'est marrant que tu fasses le lien avec Gonzalo, parce que ça a été mes meilleures années au Stade Français, c'était avec Gonzalo. C'était mes meilleures années. Voilà, donc tu vois, je ne savais pas, mais Gonzalo, si tu nous entends. Mais parce que justement, lui, il a ce côté très humain, où il fait confiance, il laisse beaucoup de liberté, de créativité aux gens. Et moi, ça a été vraiment des saisons avec lui. C'était mes premières au Stade Français, où on est champion de France en 2015. Et ça a été vraiment des années incroyables. Par contre, moi, dans mon métier, le truc qui m'a toujours tenu, par contre, et c'est ça aussi qui a fait que j'ai évolué dans ce que je fais aujourd'hui, c'est cette relation aux sportifs et aux patients. Parce qu'au-delà de l'environnement, moi, le truc qui me plaisait, c'était la relation directe avec le sportif. À la limite, c'est pour ça que tout ce qui se passait autour, c'est pas que j'en avais rien à faire, mais ce qui m'intéressait, c'était l'intérêt du sportif. Et ça aussi, dans un club, finalement, ça peut être difficile de temps en temps, parce que oui, on est professionnel de santé et notre objectif, c'est le patient, mais malgré tout, on est dans l'environnement club et on doit aussi répondre à des besoins, à des demandes de l'environnement. Et ça aussi, ça a été une réflexion assez importante chez moi, de me dire, moi, je préfère me focaliser sur le sportif, ses besoins à lui, quitte à ce qu'autour, on se mette en désaccord ou en porte-à-faux, et à ce moment-là, c'est pas grave, on l'assume. Mais dans un club, l'assumer, là, c'est un peu difficile parce que ça peut créer des tensions importantes. Donc, ce rapport au sportif, pour moi, c'était vraiment le point central de dire je suis là pour lui, puisque l'objectif, c'est de le soigner, de le remettre sur pied, de le remettre sur le terrain, de le refaire performer. Et c'est la seule chose qui doit compter. Et le reste n'est pas important. Et quand le reste prend trop de place, c'est là où forcément... c'est un peu déséquilibré. Justement, par rapport au relationnel dont tu parles, ça fait quelques années, toi, donc, que tu es presque un peu, pas à ton compte, mais plutôt libre par rapport au fait d'être dans une structure. Donc, depuis que tu es à Netka et que tu es directeur, c'est ça, du pôle médical. Je suis le responsable de la partie santé et de la partie performance. Et j'ai créé tout l'espace santé et tout l'espace sport de ce projet-là. Donc là, tu es vraiment... ton propre patron presque à gérer donc les athlètes que tu vas accueillir. Tout à fait. Et Rachel également aussi, tu es ta propre patronne dans le sens où c'est toi qui vas aussi à la rencontre des athlètes et des sportifs ou des personnalités que tu vas accompagner. Par rapport au moment où vous étiez en structure, la considération que vous avez actuellement, comment elle a changé ? Comment vous considérez, et quel retour vous avez par rapport au travail qui a été fait donc en structure et maintenant en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous voyez une réelle différence sur votre manière de gérer et sur votre rapport à votre métier? Je reprends ce que tu disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on travaille en structure, on sait qu'il y a énormément de demandes. Tout le monde veut intégrer un club de foot, Ligue 1, ça fait rêver. Donc en général, ce qu'on nous renvoie au quotidien, c'est que en fait, si t'es pas vraiment contente, il y en a plein qui vont vouloir prendre ta place. Donc t'es jamais valorisée. Et même moi, les meilleurs conseils qu'on m'a donnés, c'est que vraiment, commercial, démarcher, c'est pas pour toi, Rachel. Et en fait, ça a été le meilleur conseil de ma vie, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Oui, et tu le fais fais très bien en plus. Et je me suis dit que ce conseil, et au final, peut-être que si j'avais pas été athlète de haut niveau, j'aurais dit, ok, peut-être que si je n'avais pas fait de sport, et c'est pour ça que je parle le sport comme vraiment révélateur de confiance, et il offre la confiance en la vie, peut-être que j'aurais dit, ouais, c'est vrai, je suis pas faite pour ça. Là, je dis, mais tu me dis ça moi. Tu me cherches. C'est un challenge. Ok. Bien. Elle n'a pas compris. Et voilà, et du coup, au final, maintenant, quand je repense à ce que je fais aujourd'hui, ma valeur, ou même lorsque je revois des personnes qui ont travaillé au Girondins de Bordeaux, mais ma valeur, elle a pas, je dirais pas explosé, parce qu'on va se dire, mais ça va ou quoi? Mais en fait, c'est juste que je suis consciente de ma valeur, je suis consciente de mes connaissances, je suis consciente de mon expertise dans le sport marketing. Et je pense que l'entrepreneuriat m'a complètement transformée. Parce que, on l'expliquait tout à l'heure, il faut avoir une vision, il faut se faire confiance, il faut, comme un athlète, je rencontre des doutes, des périodes de doute où j'ai pas de rendez-vous, où je signe plus. Est-ce que je suis dans le bon chemin? Et en fait, c'est des rebonds perpétuels. Et moi, en fait, c'est dans ces moments-là où je suis presque meilleure.
j'aime cette... Le côté défi, finalement. Ouais, ce côté d'hostilité en permanence. C'est mon univers. C'est le côté maso des sportifs Ouais, de haut voilà. niveau, je crois. Exactement. Et aujourd'hui, en fait, je me dis, mais en 4 ans, je ne suis plus la même personne. J'ai beaucoup plus confiance en moi parce que je ne dépends plus du regard des autres. En fait, c'est moi qui choisis les athlètes s'ils veulent bien travailler avec moi. C'est moi qui choisis, si on est d'accord ensemble, les marques que je vais prospecter. C'est nous qui travaillons les projets et c'est ensemble qu'on développe les projets qui ont été signés au préalable. Donc, en fait, c'est un projet vraiment que commun. tu portes, Exactement. Et donc, si je suis en accord avec celui-là ou cela, typiquement, je sais ma valeur. Mais sans l'entrepreneuriat, est-ce que j'aurais pris conscience de cette valeur-là, de cette force et de cette puissance, de capacité de travail? Je pense pas. Mais l'entrepreneuriat fait que oui. Alors, tu te retrouves un petit peu dans ce qu'elle dit, Ouais. ce que dit Rachel. Moi, en structure, la sensation que j'ai eue, en fait, c'était d'être un kiné qu'on consommait. D'accord. Donc, j'étais présent à disposition des joueurs, à disposition de l'équipe, et donc, avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'envie. Ça a vraiment été des bonnes années malgré tout, mais on est là, on nous consomme. De toute façon, les joueurs, c'est comme s'ils n'avaient pas tellement le choix, puisque c'est nous qu'on met à disposition. Et en fait, en sortant un petit peu de ce cadre-là et de ce cadre structure, je me suis rendu compte que les joueurs, cette fois-ci, venaient pas parce qu'ils étaient obligés, parce que j'étais là, mais venaient parce qu'ils avaient envie de travailler avec moi. Et ça aussi, c'est un rapport professionnel qui a complètement changé. On n'est plus dans un rapport juste de consommation, on est vraiment dans un rapport de choix décidés et de rencontres où mutuellement, le sportif et moi, on décide de travailler ensemble. Et moi, c'est vraiment ça que j'essaye de privilégier. Je ne cherche pas à avoir un nombre de sportifs incroyable au quotidien. En ce moment, j'ai 2 footballeurs professionnels. J'en ai un le matin, j'en ai un l'après-midi. Je les garde pendant 3h30, 4 heures individuellement. Et ben, ça fait que notre relation professionnelle est ultra riche, ultra complète, que ça sort même un peu du cadre professionnel et qu'on rentre aussi un peu dans nos intimités respectives de vie. Et tu le sais parce qu'on a travaillé ensemble et finalement on finit par se connaître bien mutuellement, par connaître nos vies, par connaître nos doutes. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait peut-être en club, où les relations étaient peut-être un petit peu trop superficielles, un petit peu trop de consommation, alors que finalement sur de l'individuel, on crée une relation qui est... je trouve, plus large, plus complète et qui permet de comprendre un petit peu plus les problématiques du sportif. Et c'est important de ne pas se contenter uniquement de la problématique médicale et d'aller chercher au-delà. Et moi, c'est toujours quelque chose... J'ai trouvé que ça m'aidait, ça accompagnait le travail physique, le travail rééducatif, quand on allait au-delà dans la relation soignant-soigné. Là où dans nos métiers, normalement, on nous demande justement de ne pas trop rentrer dans l'intimité, mais moi, finalement, je trouve que la rencontre humaine fait que ça facilite énormément le travail après. Alors, c'est super intéressant ce que vous dites parce qu'on a fait un épisode, on fait que des flashbacks. Mais... Ouais. Ça fait écho, c'est fou le monde du sport. En fait, tout le monde dit la même chose et c'est fort de sens du coup parce qu'on a fait un dernier épisode avec notre père qui a été athlète de haut niveau, qui a été ensuite coach d'athlète de haut niveau. Et lui aussi avait besoin de cette relation plus familière que professionnelle. Donc, ça allait vraiment au-delà et il nous explique comment ça l'a impacté, lui. Et je voulais vous demander comment ça vous impacte, vous, qui êtes actuellement, du coup, dans cette pratique-là. Comment vous vous positionnez face à une relation qui est à la base professionnelle, mais il y a un lien personnel qui va se créer? Comment vous vous situez dans cette relation-là? Est-ce qu'il y a des limites qui sont atteintes? Comment vous gérez? Comment vous vous organisez autour de ça? Est-ce qu'à un moment, ça devient trop personnel? Parce qu'à la base de votre relation et de votre collaboration avec les athlètes, c'est l'envie, la passion, bien sûr, mais avant tout, ça reste votre métier. Donc, effectivement, il y a un échange financier. Donc, je pense que c'est ça, peut-être la question, c'est de cette base transactionnelle. Tu l'as dit juste avant, il y a des fois des débordements un petit peu qui sont naturellement au vu du travail qui est effectué. Et je rejoins Juliette, c'est sûr. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec tout ça, avec le fait que la base, le socle soit la transaction, en tout cas professionnelle? Comment vous le vivez? Donc, je rejoins Juliette sur les débordements qu'il peut y avoir personnellement. Effectivement, c'est notre travail.
Donc moi, c'est mon travail. Donc de fait, toute collaboration, si vous allez voir Erwan, il vous fait un devis et il répond finalement au devis ou peut-être pas un devis. Non. C'est peut-être le problème que j'ai. Ah oui, le problème Mais administratif. il y a effectivement, on va rémunérer une expertise, disons, un apporteur d'affaires, etc. Donc effectivement, de base, on collabore. C'est une collaboration de travail pour un objectif commun qui est à la fois, toi, développer ton image via la signature de partenariat, et à la fois, c'est ces signatures qui me font vivre aussi. Donc c'est vrai que... Et en même temps, donc, il y a ce côté d'agent, de quotidien, de point par point sur comment je démarche, après le lien avec la marque. Et ensuite, il y a aussi ma casquette ancienne athlète où, de fait, je demande comment ça va, qu'est-ce qui se passe, j'aime comprendre, j'aime ce rapport aussi avec le sport. Je ne vais pas traiter vraiment la partie sportive, mais je prends le soin, en tout cas, et ça m'intéresse, de demander comment ça va. Sur la partie un peu glissante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va faire 4 ans que j'entreprends en tant qu'agent d'image, j'ai pris aussi un peu de recul où à la fois je pense que sur des univers qui ont peut-être, certains ont besoin d'une personne, l'agent ou l'entourage va être là pour écouter. Et donc je pense que ça c'est peut-être les côtés un peu dangereux, dans le sens où on n'est pas psychologue, on n'est pas préparateur mental, même si des fois effectivement tu vas me faire part d'un sujet, ça va faire écho avec une situation que j'ai pu vivre. Mais je pense que justement, sur l'évolution de mon agence, c'est bien sûr qu'il y a des relations plus privilégiées, plus proches, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on travaille, donc on connaît la famille, etc. Mais je pense que c'est bien quand même de garder une certaine distance et de dire on collabore et on travaille ensemble. Et avec des athlètes, effectivement, il y a aussi des affinités qui peuvent se créer, un lien fort où lorsqu'on crée un partenariat, c'est quand même une réussite. Donc il y a des liens qui se créent et en même temps, avec du recul, maintenant je dirais de protéger ça et de se dire des fois, moi je ne suis pas la personne sur laquelle tu peux me partager ces soucis que tu peux rencontrer soit dans ta performance, dans ta pratique, dans ton quotidien, et peut-être les accompagner vers une personne qui peut en tout cas traiter ce type de problème, si je peux dire un problème. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je pense l'évolution, c'est à la fois, je ne vais pas dire je ne suis pas une copine, mais voilà, je pense que maintenant je me protège aussi parce que je donne beaucoup d'énergie et on parle de valorisation et des fois je pense que je ne me sentais pas assez légitime, maintenant beaucoup plus. Et non, cette valorisation, ce que je te dis au quotidien, le temps que je te donne au quotidien, ça a de la valeur. Et un athlète, un peu ce que toi tu pouvais voir dans un club, un athlète, lui, il va prendre, et c'est normal, il est concentré sur sa performance, il va prendre tout ce qu'il y a autour, et puis il va se nourrir de ça. Et puis à un moment, si ça ne lui suffit plus, si ça ne répond pas à ses exigences, ses attentes, parce que c'est possible, il va prendre une autre personne. Donc voilà le côté glissant. Et après, les limites, c'est effectivement, on est tout le temps disponible. Et quand est-ce qu'on n'est plus disponible et quand on doit mettre des limites? Est-ce qu'un athlète, on doit tout le temps être disponible pour lui? On doit tout le temps répondre très vite, alors que des fois, lui, il ne répond pas. Alors qu'on attend une réponse. Et du coup, je pense que c'est en remettant un peu plus de recul, en se repositionnant beaucoup plus sur je dirige mon agence et j'accompagne des athlètes, ça me permet de recréer un lien peut-être plus professionnel et qui a plus de valeur. Mais c'est marrant parce que tu disais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour qui? Je pense pour les deux, parce que des fois, l'athlète va se livrer sur des sujets où finalement, il n'est plus du tout à l'aise. Et moi, je vais porter un sujet sur lequel je ne peux pas porter sur, par exemple, psychologique ou une relation de vie vécue ou un traumatisme. Et en fait, c'est comme une personne, quand vous lui offrez quelque chose, vous lui donnez une information, mais qu'est-ce qu'elle va faire de cette information? Donc je pense que ça peut créer un quiproquo, et c'est une situation qui m'est arrivée, d'avoir quelque chose de très lourd à gérer, et finalement, moi, j'ai pas les clés pour le gérer. Je ne suis pas
préparatrice mentale, je ne suis pas psychologue ou psychiatre. J'améliore ton quotidien pour essayer de développer des projets qui ont du sens. Et avec ma conviction personnelle, c'est de valoriser l'athlète en l'associant à des marques. Donc je pense que c'est ça le glissant, c'est lorsque il y a une promiscuité qui fait que l'athlète va me céder des choses où moi-même, je ne peux pas le gérer. Et du coup, ça crée pas indifférent, mais... Ouais, c'est le côté dépendance affective. Voilà, en fait, tout à fait. qu'on va à un moment créer l'un avec l'autre et où, quand on le voit pas forcément arriver, où on se retrouve dans des situations qui peuvent être difficiles à gérer au quotidien. Moi, ça, en club, je l'ai eu et ça a été très déceptif parce qu'en fait, c'est ce que tu disais, c'est on donne beaucoup aux sportifs, on donne beaucoup, on veut montrer que... Moi, j'étais comme ça dans ce côté de performance, reconnaissance en permanence. Donc, je veux montrer que je suis là, que je réponds toujours, le soir, la nuit. J'avais des joueurs à 4h du matin, ils appelaient parce qu'ils s'étaient coupé la main. Un joueur fidjien qui s'était coupé la main en coupant un poulet. Il appelle à 4h du matin pour savoir quoi faire. Le week-end, pendant les vacances, on est tout le temps là, disponible et on veut montrer qu'on est là pour montrer qu'on fait bien les choses et qu'on est nécessaire. Et finalement, moi, là, dans cette situation-là, je me suis créé dans une forme de dépendance affective à l'autre. Et quand je voyais mes collègues un peu plus anciens qui, eux, prenaient énormément de recul, qui ne s'impliquaient pas forcément autant professionnellement dans la vie du club, dans la relation aux joueurs, etc., je me disais, ils n'ont rien compris. Pour bosser avec les joueurs, il faut être prêt. Et en fait, maintenant, avec 10 ans de plus, je comprends mon collègue qui avait énormément de recul sur les situations. Parce que finalement, derrière, une fois qu'on est parti du club ou une fois que le joueur a besoin d'autre chose ou de plus et pas ça, nous, on se retrouve un peu tout seul. Et finalement, il n'y a pas trop de personnes qui présentent pour passer un coup de téléphone et savoir, toi, comment tu vas. Ouais. Et donc, on a donné énormément. Et au final, qu'est-ce qui reste ? Pas tant de choses que ça. Et ça, moi, j'ai eu du mal à le gérer au départ. Parce que je me disais, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Sauf que, au bout d'un moment, à donner en permanence et à se dire que c'est ça qui va nous donner une forme de reconnaissance, la reconnaissance, elle n'est jamais au niveau de ce qu'on aimerait, de ce qu'on attend. Donc, il y a toujours une déception. Et quand il y a mis trop d'affect, forcément, moi, l'impact psychologique, il a été dur. Une fois que ce stade français de ces 6 années... très, très durs émotionnellement se sont terminés, ça redescend et tu donc quoi ? Donc il faut s'impliquer, il faut pas s'impliquer, il faut être... Comment je fais pour donner, mais sans m'exposer non plus et c'est voilà, moi la pente glissante, je l'ai connue comme ça, à être toujours dans cette notion de performance et de reconnaissance de l'autre, pour finalement ne pas forcément être satisfait de ce qui va me revenir et donc de ne pas savoir comment se positionner par rapport aux sportifs, par rapport à un environnement médical, juste pour faire ce que j'aime, mais en même temps avoir la reconnaissance que j'espère avoir. Et c'est là où l'entrepreneuriat ou le fait d'être un petit peu plus indépendant, moi, m'a beaucoup aidé. Et finalement, dans cette relation one-one avec un sportif qui te choisit, c'est toi il t'a choisi toi tu le choisis aussi, vous bossez ensemble, et c'est là où il faut arriver à ne pas recréer non plus cette dépendance affective. Donc, c'est rentrer dans nos vies respectives parce qu'on va partager un temps quand même de travail assez long. On a travaillé ensemble quasiment 1 mois et demi, 2 mois, tous les jours, 4 heures par jour. Concrètement, je te voyais plus que ma femme en situation éveillée, quoi. Je veux dire, donc c'est quand même une relation très particulière qui, je trouve, moi, est très stimulante, mais dans laquelle il faut quand même fixer, évidemment, les limites. Alors, il y a ce côté financier, qui est un contrat de départ. Alors moi, j'ai du mal à le faire. Il y a plein de fois où je commence à travailler avec des athlètes et le financier rentre même pas en jeu. J'ai aussi une part de ma population que je vois bénévolement, des sportifs qui financièrement ne sont pas en capacité de financer leur prise en charge. Mais ça fait partie aussi des choses que j'essaie de faire, c'est d'être une personne ressource pour répondre à des besoins qu'un athlète pourrait avoir. Et finalement, peu importe sa situation financière, c'est aussi pouvoir l'accompagner dans ce besoin particulier. C'est de créer, d'être une personne ressource et de mettre à disposition des ressources autour du sportif pour pouvoir l'aider, l'accompagner. Et les limites, les frontières, elles ne sont pas forcément évidentes tout le temps, mais peut-être que d'ici mes 50 ans, j'y arriverai. Non, mais c'est vrai que c'est tout à fait ça. Puis aussi, par exemple, moi, dans l'agent d'image, je pense qu'avec du recul aussi, il ne faut pas projeter un idéal. Voilà, moi j'ai mes convictions, je suis très volontaire, je mets beaucoup d'intensité dans ce que je fais. Et effectivement, de travailler avec certains athlètes, en fait, ne comprennent pas, tout simplement. Et c'est de se dire que les attentes qu'on peut projeter sur un athlète en disant « je pense que je peux t'amener ici parce que moi j'y crois »,
si l'athlète ne le comprend pas, Ouais. si l'athlète ne comprend pas qu'il faut investir sur de la kiné, etc. Si lui ne le comprend pas, en fait, c'est que à terme, moi, je vais mettre beaucoup d'énergie parce que j'y crois, mais si lui ne porte pas le projet, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que pour moi, j'ai pris ce recul-là de savoir où veut aller l'athlète. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça fonctionne tous les deux? Si je vois aussi que un athlète, il a besoin d'une aide ou même des comportements, maintenant je peux reconnaître un petit peu des comportements où je me dis, attention Rachel, sur cet univers-là, il faut pas trop rentrer dans la bulle, ça peut être dangereux. Dangereux dans le sens où il va y avoir une relation de promiscuité, mais qui n'est pas bonne au final. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, de dépendance un peu affective. Et là, l'athlète, lui, l'agent, il est là, il écoute, il est au téléphone pendant des heures. Et en fait, ce moment-là, je me revois, moi, athlète, où j'ai mal, je suis dans mon lit, j'appelle mon entraîneur, je lui envoie un message, il est disponible alors qu'il est bénévole. Est-ce qu'il peut venir me chercher? Est-ce qu'il peut faire... Et en fait, mon entraîneur, quand j'ai terminé avec lui, où je me suis dit, je vais changer de club. Terminé. J'ai fait pareil, en fait. Je lui ai dit, ça me semblait cohérent pour moi dans ma tête, mais je me dis qu'avec du recul, lui, il a dû se dire, tout ce que j'ai fait pour elle. Donc je pense que c'est l'évolution, en tout cas dans ma partie. Mais s'il y a plus de levier financier, c'est aussi un facteur qui change la donne. C'est-à-dire jusqu'à quand tu travailles délibérément pour un athlète. Si l'athlète, il sait que par mois, c'est tant, et que là, tu as été au-delà de ton quota, il va peut-être pas s'épancher ou... En fait, je pense que ça remet un cadre. Ça cadre, tout à fait. Et c'est vrai qu'on parlait d'argent tout à l'heure, mais en fait, c'est comme tout entrepreneur, le fait de ne pas cadrer ou de se dire « j'ai envie de t'aider », ça a ses limites dans le sens où quand en fait, il va comprendre que ce que tu lui apportes au quotidien, c'est une valeur incroyable et d'autres athlètes paient cette valeur cher. Donc pourquoi lui non? Donc je pense que c'est vraiment aussi de positionnement. Et je suis vraiment dans cette 4e année de positionnement pour justement pas me retrouver dans des situations comme celle-là où des vacances typiquement. Jusqu'au jeu, je n'ai pas eu de vacances ou d'être tout le temps avec mon téléphone, même si je veux pas être devant mon enfant avec mon téléphone. Mais en fait, je suis avec mon enfant, mais dans ma tête, j'ai un athlète qui me contacte alors qu'il sait très bien que je suis pas disponible, mais il veut une réponse. Donc moi, je dois vite répondre, alors que en fait, c'est moi-même qui me mets toute seule cette charge de je dois répondre, je dois montrer que je suis professionnelle, que je suis forte. Alors je sais pas, peut-être que c'est plus parce que je suis agent femme, qu'en plus je veux montrer que je suis performante. Mais je pense que vraiment, il y a un sujet maintenant où j'essaie de me détacher de ça et de dire non. Et en même temps, je regarde aussi tout le temps les réseaux. Ça m'est arrivé dernièrement où j'ai une athlète qui a un partenaire et en fait, elle est invitée à un événement avec une marque concurrente. Il est 22h et je dois m'absenter pour l'appeler, de supprimer tout de suite ce contenu-là. Il est 22h et je me dis, en fait, on doit tout le temps être connecté. Et ça, c'est pas possible parce que je pense que ma réelle valeur ajoutée, elle n'est pas dans le contrôle de ce que fait l'athlète, mais dans le développement et dans ce que je vais développer avec une marque. Mais est-ce qu'à un moment, il y a un peu une inversion des environnements, j'ai envie de dire, où la culpabilité est plus dirigée vers l'athlète, ou culpabiliser de ne pas être aussi présent, au lieu de culpabiliser pour vos proches de ne pas être aussi présent? Parce que par exemple, tu disais à 22h, ou tu disais aussi à 4h du matin, tu réponds, mais du coup, c'est un moment où tu n'es pas avec tes proches, où tu n'es pas dans ton environnement familial, donc psychologiquement, tu es ailleurs, comme tu disais. Voilà. Est-ce qu'à un moment, il y a ce rapport à inverser où vous culpabilisez, mais pas dans le bon sens? Vous culpabilisez pour votre profession et pas pour... alors qu'il y a un cadre qui est censé... que vous devez respecter, que vous devez imposer, mais en même temps, c'est le sport de haut niveau, les limites sont floues, ça va vite. Comme tu dis, tu dois supprimer vite le post pour pas que la marque voit. Tout le temps dans le rush. Est-ce qu'à un moment, vous culpabilisez ou d'imposer vos limites? Par rapport à nos familles, par exemple? Par rapport à votre équilibre? Moi, mon conjoint, il est
salarié, ses temps à lui de congé ne sont pas forcément calés sur les miens. Et pour autant, il doit les poser. Donc, moi, des fois, lui, il est en vacances. Moi, je dois l'être, alors que c'est un moment intense pour moi. Et c'est vrai que je suis partagée où, voilà, je vais dire, là, désolé, ça, c'est une visio. On avait prévu d'aller je sais pas où. Mais moi, j'ai une visio, en fait. Donc, c'est vrai que mes temps de repos sont pas les mêmes qu'une personne qui est salariée. Et c'est, je pense, l'entrepreneur, quoi. Moi, je pense tout le temps à ce que je peux faire, les marques que je peux démarcher. C'est usant pour mon conjoint où je lui dis tu vois là, machin, je pourrais faire ça et tout. Il me dit mais débranche, lâche. Et pour autant, ma famille, c'est tellement sacré que je passe beaucoup de temps avec mon fils et c'est important que je prends ce temps-là. Et je m'en occupe beaucoup pour essayer d'être pleinement avec lui. Donc, non, je ne suis pas connectée avec mon téléphone ou soit je vais lui expliquer ce que je dois faire. Mais non, j'essaie d'être vraiment présente avec lui. Et c'est plus pour mon conjoint où il dit des fois, là, vas-y, lâche ton téléphone, en fait. Il n'y a pas d'enjeu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu, au final. Moi, ce côté culpabilité, je l'ai beaucoup en ce moment. Et je l'avais encore plus avant. Beaucoup de mal à dire non. Tu vois, le fait de dire non aux gens, on t'appelle, est-ce que tu pourrais intervenir sur telle soirée, tel congrès, donner tel cours à tel... Oui, pendant d'accord. un temps, oui. C'était oui, pas de problème. Et ça m'a mis quasiment 5 ans avant de dire, je regarde, je te rappelle demain. Juste ça, ne pas répondre oui tout de suite. Et parce que pendant ça quasiment 2019-2024, dès qu'on me proposait un truc, en fait, je sais pas, par peur de dire non, par peur que si jamais on dit non, on nous reproposera plus, etc., je disais oui. Et derrière, la culpabilité, je l'ai avec la vie personnelle, parce que derrière, tu vas dire, ah oui, tel jour ou tel week-end, je suis pas là parce que j'ai ça. Ah oui, mais ça fait que t'es pas là. Regarde, tous les soirs de la semaine, t'as un truc, ce week-end, t'es pas là. Ça fait beaucoup, Erwan. Ah ouais, mais bon, c'est ma vie professionnelle, c'est comme ça, tu sais. On s'est rencontrés, j'étais au Stade Français, j'avais match tous les week-ends. Et en plus, tu t'enfermes et tu te justifies dans ton truc. Et puis avec le recul, tu te dis, mais non, en fait, ça va pas. Mais c'est évident, ça va pas du tout. Donc il y avait cette bataille interne entre devoir dire oui à tout. L'agent qui t'appelle, t'es en vacances, je me rappelle, il y a 2 ans, j'étais en vacances à New York, un agent de joueur de foot qui m'appelle pour un joueur qui s'est blessé, et fallait organiser le rendez-vous avec le médecin, l'IRM, etc. Moi, j'étais à New York sur le bateau pour aller voir la Statue de la Liberté, et là, je me retrouve sur le bateau à appeler tout le réseau parisien pour lui organiser ces trucs. Et alors, j'ai dit oui, il fallait le faire, parce qu'en même temps, on attend aussi ça, et ça fait partie des choses que je propose. Et en même temps, en même temps, avec le recul, tu dis, mais Erwan, t'es débile, t'es avec ta famille, t'es avec ton fils qui voit New York pour la première fois, ta femme, et toi, tu te retrouves sur un bateau dans un coin à prendre des rendez-vous d'IRM. Tu dis, mais waouh, faut être... Et ça, pareil, c'est un apprentissage toujours aujourd'hui, d'arriver à traiter finalement l'important, le prioritaire, et effectivement devoir répondre à une vraie urgence, devoir laisser les autres de côté et devoir dire non de temps en temps. Et ça, franchement, c'est pas dur. Évident. Ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur. Je vois tout à fait. Moi, des fois, je me retrouve embarquée dans des plans où je me dis oh là, dans quelle sauce pourquoi j'ai dit oui? Qu'est-ce que je fais? Mais parce que c'est le côté, je pense, qu'on a, c'est d'être enthousiaste. Ouais, moi, je suis enthousiaste sur tous les projets. Je trouve ça génial. Mais juste à un moment, pour le coup, faut les trier. Et encore une fois, cette valeur de dire qu'est-ce que ça va m'apporter. Il y a des projets tremplins, je suis OK. Et maintenant, c'est... non, mais en fait, il y a des choses, maintenant, je lâche. Je me dis, mais tant pis, il comprend pas, elle comprend pas, c'est pas grave. Et en tant que sportif, pour rejoindre un peu ce que vous dites tous les deux, vous êtes nos personnes ressources. Vous êtes nos repères un petit peu dans notre épanouissement, dans notre développement, dans notre construction aussi en tant qu'athlète et dans la reconversion. Mais c'est vrai que quand tu as un athlète qui, comme vous le dites, se sert un petit peu, parce que c'est ça aussi les athlètes, ils essaient de s'entourer de la meilleure des manières, de prendre les meilleurs, etc. On ne voit pas tout ce que vous dites, parce que vous êtes tout le temps disponible. Et non seulement parce que vous êtes bon, c'est-à-dire que si on vous appelle, si on vous demande votre avis pour tout, c'est que votre avis compte, c'est que vos retours et vos méthodes marchent aussi sur nous. Voilà, c'est que en tant qu'athlète, on a besoin de vous.
Donc, dans un premier temps, je pense qu'il y a ce souci-là de nous qui ne voyons pas l'envers du décor. Parce qu'on voit que votre partie serviable, passionnée, euh, tout ce qui nous fait du bien en tant qu'athlète. Il y a aussi, comme tu disais, les appels à 4 heures du mat ou autre. C'est mettre du sens dans votre métier. Comme tu disais, monter un projet. Tu vois, ne pas se laisser ne pas s'appuyer sur vous. Voilà. Vous êtes nos piliers, certes, mais ne pas s'appuyer sur vous. C'est-à-dire ne pas appeler Erwan parce que c'est un magicien, il va régler mon problème en 2 secondes. Et tous les autres médecins m'ont dit ça, mais lui va me dire autre chose, il va me trouver une solution. Et ne pas aller voir Rachel en se disant je ne sais pas trop quoi faire de ma vie, mais Rachel, elle a plein d'idées, donc je suis sûre qu'elle va trouver quelque chose. Mais c'est vrai, parce que je pense que c'est aussi un petit peu le revers de votre passion. C'est-à-dire que vous êtes tellement passionné, tellement débordant d'énergie, tellement volontaire, qu'il y a peut-être cet aspect-là de sportif où, comme vous êtes nos piliers, on va se reposer un peu sur vous. Oui. Parce que on va se dire qu'on se retrouve dans une impasse. On n'a peut-être pas forcément envie de gérer cette impasse-là. Bah tiens, je vais appeler Rachel parce qu'elle, je sais qu'elle va me remobiliser ou me trouver une solution. Bah tiens, je vais appeler Erwan parce qu'il va me trouver ce rendez-vous-là. Voilà, je pense qu'il y a ça aussi, c'est être conscient que vous êtes acteur de notre performance, certes, mais pas à notre disposition, parce que c'est une collaboration. Et en même temps, donner du sens. Donc, ne pas profiter sans être acteur du travail qu'on a ensemble. Oui, tout à fait, je vois exactement ce que tu veux dire. Et je pense que c'est pour ça que ça peut être lourd peut-être pour vous des fois, parce que certains athlètes, sûrement moi aussi à des moments, on oublie ça. Vous êtes horrible. On en parlait avant. Et j'irai pas jusqu'à lourd, tu vois, parce que... Non, mais pas pour toi, mais quand tu dis oui, il y a des athlètes lourds. Non. Tu dis oui, il y a des athlètes qui peuvent être lourds. Non, tu vois. Ce qu'ils vont vous demander peut être lourd. De conséquences sur vos vies perso, sur l'énergie que vous y mettez, sur peut-être la valorisation aussi qui peut être impactée à certains moments où peut-être que je vais te mettre dans une situation où tu n'auras pas de solution parce que comme tu le dis, c'est pas le cœur de ton métier, mais du coup, il y a ce questionnement de se dire mais est-ce que je lui apporte vraiment ce dont elle a besoin? Parce que là, aujourd'hui, elle m'a appelé à l'aide et je ne suis pas capable de l'aider. Oui, alors après, tu vois, il y a 2 types de l'aide. Si tu me dis, bien sûr. voilà, j'ai besoin de parler, bien sûr que... Oui. Non, là, je peux pas... Oui, bien tu sûr. Vois, bien sûr, mais en fait, c'est que j'essaie aujourd'hui d'expliquer aux athlètes que juste m'appeler pour organiser quelque chose dans ta vie, bien sûr que je suis là, mais ce que j'essaie de développer, par exemple... avec Aaron Grandidier-Canang, qui est champion olympique à 7, c'est de se dire, lui, il a une problématique de valorisation de double culture, par exemple. Il veut retourner au Nigeria. Mais l'agent, lui, va lui donner une autre dimension en disant, ok, t'aimes telle et telle passion, voilà ce qu'on va construire ensemble pour lui donner un rayonnement encore plus fort. Et ça, je trouve que pour moi, c'est des projets qui me passionnent. C'est comment, d'une situation ou d'une idée, qu'est-ce qu'on peut développer ensemble ? Bien sûr qu'après, il y a du quotidien. Est-ce que tu peux me prévoir un taxi, machin, pour cette opération, etc. Ça, c'est du quotidien. Mais effectivement, c'est pas ce que je préfère. Et c'est là où l'athlète, il doit comprendre que si c'est ça, la relation, c'est dommage. C'est pas ce que tu cherches. Voilà. Toi, non, moi, en tout cas, c'est pas ce qui m'anime. Par contre, tu me dis, voilà, moi, j'ai un projet... comme on essaie de développer, quand j'ai rencontré Anne-Cécile, tu venais d'être élue meilleure joueuse au monde. Et moi, effectivement, je me suis dit, mais Anne-Cécile, elle peut être l'athlète féminine française, qu'elle peut représenter cette force-là pour impulser, en tout cas, encourager les prochaines Anne-Cécile Siofani à se mettre au rugby avec le sport comme acteur et levier de réussite. Et on a essayé de développer des partenariats avec du sens dans cette vision-là. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je travaille peut-être avec moins d'athlètes, mais parce que je travaille avec des athlètes qui ont une vision de qu'est-ce qu'ils veulent développer autour de leur carrière. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Ouais. Pour revenir sur le fait que vous mettiez des limites maintenant pour l'articulation un peu vie professionnelle, vie personnelle, pour vous protéger vous et éviter ces terrains glissants, comme tu disais, on sait malgré tout que le sport de haut niveau, ça va déborder
d'une certaine manière, ça peut déborder malgré toutes les limites et tout ce que vous vous imposez et même les relations que vous créez. Et par exemple, des fois, vous allez aller voir des matchs. Voilà, vous allez peut-être suivre des matchs aussi à la télé, suivre des athlètes que vous accompagnez, suivre des disciplines que vous avez pratiquées. Et je voulais savoir l'impact émotionnel de ça, pas l'impact au niveau de chronologique, au niveau du temps, au niveau de comment vous articulez ça, pardon, mais vraiment émotionnellement, comment vous allez gérer quand votre athlète va perdre, en fait. Est-ce que c'est un échec aussi pour vous quand tu as accompagné un athlète pour blessure? Revenir, c'est au-delà d'être une victoire, c'est ton travail, c'est le succès de ton travail. Mais par exemple, s'il va revenir pour une autre blessure, comment tu vas le vivre? Est-ce que si tu es témoin de cette blessure pendant une compétition, comment tu vas le vivre? Comment tu vas vivre, toi, la fin d'un contrat potentiellement ou une blessure aussi potentiellement, ou une défaite. Voilà. C'est vraiment cet impact émotionnel. Comment vous arrivez sur ce point-là à établir des limites? Émotionnellement, c'est vrai que pendant les Jeux, typiquement, je pensais pas que ça allait m'atteindre à ce point-là. Mais voilà, les Jeux, il y avait ma nièce et je voulais lui faire ce cadeau-là. J'avais des places pour les quarts ou les huitièmes. Et donc, pour moi, c'était sûr que Anne-Cécile, j'accompagnais Séraphine aussi à ce moment-là, vous alliez vous qualifier. Donc, je lui offre mes places et j'avais après les places pour les quarts. Et donc, je suis au Club France. Et en fait, je prends conscience déjà de l'agacement parce que je ne vois pas Anne-Cécile et Séraphine sur le terrain. Donc déjà, j'ai le ventre qui me... Vraiment, c'était viscéral, quoi. Je ne comprenais pas. Et puis après, quand on apprend qu'elle ne poursuit pas l'aventure, j'étais debout, j'y croyais pas, j'étais abasourdie, j'avais les jambes coupées. Et j'étais vide parce que j'y croyais tellement et je sais ce que ça représentait pour elle. Et là, j'ai ressenti une émotion très forte parce que je les imaginais en fait. Et ça me peinait vraiment. Mais sinon, en général, c'est un plaisir de les accompagner, de t'accompagner au match. Je trouve que c'est plutôt hyper stimulant. Et après, c'est toujours la crainte de la blessure. Toujours peur quand voilà, je te vois sortir ou quoi. Moi, j'aime bien, ça me dit comme ça, il y a du travail. Ah ouais, voilà. Un chantier. Yes. Non, ou un beau match, c'est valorisant. Ouais, en fait, j'adore suivre parce que je le fais vivre pour le coup avec ma famille et une grande famille et tout le monde suit les athlètes que j'accompagne et ça, je trouve ça fort. Et même dans les moments les plus tristes, là, je l'ai vécu vraiment au plus profond de moi-même. Mais j'y crois et j'essaie de redonner cette énergie, cet élan pour les accompagner, rebondir. Et Anne-Cécile, c'est ta force aussi. Le rebond, c'est ton truc. Et on a hâte de te revoir jouer pour de nouveau s'envoyer des messages. Il y a un fan club. Ouais, je sais. C'est un peu... la limite en fait entre le professionnel, comme on disait tout à l'heure, entre le professionnel et le personnel, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes spectateur des performances de vos athlètes, il n'y a plus ce côté contractuel, mais c'est le côté émotionnel qui prend la place en étant les premiers supporters de vos athlètes finalement. Ouais, et puis on connaît aussi les coulisses. Oui. Donc moi j'avais les ressentis et je voyais ce qui était en train de se dérouler sous mes yeux. Et je pouvais comprendre ce que vous-même étiez en train de comprendre avec des choix sportifs qui, pour le coup, là, on revient sur le côté glissant. C'est quand je dépasse mon côté d'agent d'image et je glisse sur le sportif. Et là, j'avais un jugement sur le sportif, un choix que je ne comprenais pas et que je ne comprends pas. Et c'est là où c'est plus mon rôle, normalement. Et ça ne devrait pas m'atteindre à ce point-là. Et je pense que ça, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est aussi quand même l'organisation du sport en France. Et moi, j'ai fait un sport où il y a un départ et une arrivée, donc c'est toujours plus facile de savoir si je suis dans le bateau ou pas dans le bateau, même s'il peut y avoir aussi des favoris, des personnes qui ne seront pas dans le bateau. Mais là, sur un match où tu es la leader et tu n'es pas dans l'équipe,
c'est là où voilà, je pense que je glissais sur je ne comprends pas, j'ai envie de comprendre. Et aussi, je pense que des fois, l'agent d'image, il peut être manipulé même par le corps sportif, ce qui, je pense, a été mon cas dans une situation. Parce que moi, j'avais peur que finalement, ce que je développais avec toi, Anne-Cécile, c'est un impact sur ta performance et sur le choix de l'entraîneur. Et c'est là où c'est problématique, puisque moi, mon objectif numéro 1, c'est qu'Anne-Cécile et les athlètes que j'accompagne, ils soient et demeurent performants. Moi, sur le côté émotion, il y en a eu en fait des très variés. Le rugby, quand je commence le rugby, c'est pas du tout un sport pour lequel j'avais un plaisir particulier. Je regardais pas, j'étais pas supporter. Je me mets à travailler dans le rugby parce que ça me permet d'exercer ma vie de kiné du sport. Et en fait, je me prends totalement au jeu de la vie de groupe, du vestiaire, des discours d'avant-match, de l'intervention terrain. Et en fait, j'étais spectateur en tant que kiné terrain, pas tellement du match qui se déroulait, mais plutôt de la blessure potentielle qui allait arriver. Et ça a été mon émotion de ce vécu en club, rugby et foot. Le foot, c'est même pire, c'est que je n'aime pas le foot. Et je me suis quand même retrouvé quasiment 5 ans dans ma vie à travailler en club professionnel de foot. Mais c'est pas pour le foot que je faisais ça, c'était justement pour cette émotion de la blessure. Alors désolé, moi, effectivement, quand il y a une blessure, je suis trop content. C'est pas que je suis content, c'est juste qu'en fait, j'ai plaisir à voir la blessure, à observer son mécanisme et puis à mettre en place les stratégies derrière pour accompagner le retour. C'est un peu machiavélique. Ouais, c'est très chelou. Je pousse pas à la blessure, hein, juste on veut bien la constater. Je l'accompagne. Mais donc, il y a une émotion particulière à cette observation, à ce vécu de la blessure, et à cette stratégie à mettre en place pour la suite, un peu comme peut-être toi tu peux te dire j'ai la stratégie pour trouver les partenaires qui accompagneront au mieux ma sportive. Moi, j'ai la blessure, c'est qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour pouvoir faire revenir sur le terrain ce sportif blessé. Donc ça, c'est une émotion très particulière que j'aime. Et puis après, il y a l'autre émotion, celle par exemple du suivi individuel, où on a un sportif qui vient nous voir qu'on accompagne. Mon émotion, ça ne sera pas tellement le sport en lui-même, mais ça sera cet être humain et sa capacité à rejouer ou à reperformer. Donc je me retrouve souvent à regarder pas le sport, mais vraiment le sportif. Et ça m'arrive malheureusement de temps en temps de re-regarder du foot, mais pas pour le foot, pour le sportif que j'ai eu, juste pour le voir exercer son activité. Donc c'est de l'émotion un peu croisée entre à la fois... alors le seul sport où il y a une différence, c'est l'escrime, où l'escrime c'est une vraie passion sportive. Donc quand j'ai les deux qui sont cumulés, c'est encore mieux. Aux Jeux Olympiques, j'accompagnais Zora Kéline, une athlète algérienne, que j'ai accompagnée pendant 1 an et demi avant les Jeux, et qui malheureusement se fait une rupture du ligament croisé pendant les Jeux sur son match par équipe. Et là, il y a toutes les émotions cumulées, à la fois l'émotion du sport en lui-même, qui est vraiment mon sport passion, mon sport de pratique et mon sport vraiment de plaisir en tant que spectateur. Et en plus de ça, le côté connexion humaine avec une personne qu'on accompagne, qui se blesse et sur laquelle il va y avoir toute cette réflexion de l'après. Donc les émotions, c'est un peu d'ailleurs ce qui est chouette avec le sport, hein, c'est qu'elles sont toutes croisées, toutes cumulées. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, souvent ça déborde, ça explose, parce que justement, ça vient de toutes parts. Et il n'y a pas tant d'univers professionnel où on peut vivre autant d'émotions compactées et cumulées. Et donc je pense que en fait, c'est des métiers où quand même il y a beaucoup d'émotions. Et donc il y a le cercle et aussi ceux qui croient au quotidien, à savoir les partenaires. Et moi, en tant qu'agent, les émotions aussi, ça va être de signer un contrat, tout simplement, ou de sentir le moment où je sens que ça va le faire. Et après, de se taper dans la main de l'athlète ou de se serrer dans les bras, de dire on a réussi et c'est fou. Et ça, c'est des émotions que je pouvais retrouver au sport. Et là, de se remettre, finalement, on est un binôme, on est une équipe. Et notre objectif, c'est de faire basculer le rendez-vous. Et lorsqu'on y parvient, on y arrive. C'est aussi, ça fait des sensations fortes, quoi. C'est vrai que les premiers contrats qu'on a pu signer, parce qu'on travaille ensemble donc, depuis 2021, et en fait, avant toi, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Et en fait, les premiers contrats qu'on a signés donc avec Nike et avec EDF, des partenaires qu'on a encore aujourd'hui, ça a été énorme. Pour moi, c'était impensable qu'une athlète féminine, qu'une rugby woman pouvait intéresser Nike, EDF ou d'autres partenaires qu'on a pu avoir. Pour moi, c'était impensable et inenvisageable. Et en fait, notre rencontre m'a permis de
de m'élever un petit peu à ce niveau-là. Et grâce à ces marques, grâce à toi, euh, je, je- ma vision de moi-même, aussi ma valorisation en tant qu'athlète et en tant que femme, s'est élevée. Parce que par le regard de l'autre, finalement, tu prends Ouais, conscience de ta valeur ou de la complètement, valeur que tu pourrais avoir, que tu n'as pas complètement. forcément quand tu es Ouais, enfermé ouais. dans ce que tu fais. Et c'est en ça que c'est important d'avoir des gens autour qui Mm. peuvent nous alerter, qui peuvent nous apporter des choses Mm. et qui peuvent aussi nous alerter quand on ne prend pas la bonne direction. Parce que par soi-même, parfois, finalement, on ne sait pas. Et c'est exactement ce que vous faites, hein, tu vois. Il y a eu plusieurs fois où il y a eu des recadrages qui étaient nécessaires. Malgré notre relation professionnelle et amicale, les Ouais. recadrages sont faits. Et comme avec toi, Erwan aussi, euh, il y a des recadrages qui sont faits, des choses qui sont décidées parce qu'à un moment donné, il faut faire bouger les choses. Mm. Enfin voilà, comme je le disais, Mm. vous êtes des piliers. Et même si on ne le voit pas, et peut-être que vous ne voyez pas la reconnaissance qu'on peut avoir parce que, on ne vous le dit pas, c'est vrai que euh, sur le moment, je vais dire, t'as Rachel, trop bien, je suis hyper heureuse. C'est au quotidien que je vais être reconnaissante, mais je te le dis pas. Et comme toi, Erwan, je te dis pas non plus, ah merci, c'est cool, regarde, grâce à toi. C'est une reconnaissance que vous avez à travers la continuité des partenariats, Mm. une athlète ou un athlète qui retourne sur le Mm. terrain. Mais je peux comprendre que ce soit pas automatique. Mm. Tu vois, qu'il n'y ait pas une reconnaissance ou une valorisation automatique parce qu'effectivement, ces échanges-là, on les a pas au quotidien, quoi. Oui, mais après, je pense que voilà, c'est un rapport aussi de travail, de collaboration. Donc, moi, je prends beaucoup plus de recul Oui. maintenant. J'attends Mm. pas mais c'est ça. cette attente-là parce que sinon, Sinon, pas sur toi, Anne-Cécile, bien sûr, mais sur d'autres athlètes, tu peux j'étais profondément Bien déçue. sûr, c'est ça. Et aussi, c'est de se dire, voilà, on collabore ensemble. Et puis peut-être que moi aussi, des fois, je vais pas bien. Donc, j'ai le droit Ouais. d'avoir un retour pour moi, pour m'améliorer. Et j'espère que ce sera le cas. Mais dans ce que tu dis, Anne-Cécile, en tout cas, ça me touche beaucoup. Parce que c'est ce qu'on a tenté de développer. Et les partenaires, c'est une aide financière. Mais c'est aussi, ça va élever l'athlète. Et ça montrait que, aussi, que tu vois, tu pouvais inspirer les Oui. prochaines qui font du haut niveau, qui cherchent des agents, qui cherchent à avoir un équipementier. Et c'est aussi de se dire, en tant qu'athlète, j'ai de la chance d'avoir des partenaires, encore plus aujourd'hui. Mm. On avait 4 partenaires, donc nous, on a élaboré une stratégie où, Anne-Cécile, c'est un sport où le rugby à 7, elle est beaucoup en déplacement. Donc on ne pouvait pas multiplier le nombre de partenariats. Donc on s'était fixé à 4, avec un droit d'entrée, ce qu'on appelle minimum, pour être partenaire d'Anne-Cécile Siofani, et de développer des activations en parallèle, donc, qui étaient contractualisées. Et aussi, c'était de se dire, c'est la première. En fait, Paris 2024, c'était intéressant aussi en termes de sponsoring pour les agents, parce qu'il y a eu de nouveaux agents, c'est de nouveaux métiers, mais aussi pour les athlètes, une opportunité unique de pouvoir subvenir un peu à ses besoins, d'être professionnel, toi d'avoir un équipementier, de développer, tu vois, de parler de sujets de beauté avec Blissim, et à la fois la complexité où tous les temps de repos qu'avait Anne-Cécile, c'était des temps où moi je devais la solliciter avec les partenaires. Donc c'est vrai qu'on s'est déjà retrouvés en retour du tournoi de Shanghai à se dire désolé, il faut que tu montes dans un taxi à l'aéroport. Peu importe si ça s'est bien passé ton tournoi, tu dois conduire un tram en fait. Oui, c'est vrai. Et donc la tête va devoir rentrer dans un rôle alors qu'il n'est pas vraiment fait pour cela. Et ça, c'est une capacité d'adaptation qui est forte. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'agent aussi, c'est lui qui a, bien sûr qui a l'athlète, mais c'est lui qui a la relation avec les marques. Donc souvent, l'athlète va dire, ok, mon agent, ciao. Mais ciao ta marque aussi, en fait. Et ça, l'athlète ne s'en rend pas compte parce qu'il ne se rend pas compte de la valeur de l'agent, de la valeur du travail au quotidien. Parce que autour, il y a des hommes et des femmes qui portent les marques, qui les subliment, qui sont hyper engagés. Toutes les personnes avec lesquelles on collabore, c'est des rencontres à chaque fois qui sont hyper fortes. C'est des passionnés. Et il y a un lien avec l'agent qui se fait et qui est unique. Et qui, des fois, l'agent va dire « Moi, j'ai rencontré telle et telle contrariété avec cet athlète, je ne vais pas forcément le pousser. Ouais. » Et donc, l'athlète lui dit « De toute façon, moi, je suis, je ne sais pas, championne,
je vais y arriver tout seul. Et on revient à ce que tu disais, je vais y arriver tout seul. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Ouais. Donc c'est aussi vraiment voilà, cet accompagnement au quotidien, la collaboration, et l'athlète aussi, il faut qu'il prenne conscience de la force qu'il peut avoir. Et c'est vrai que quand je t'ai rencontré, Anne-Cécile, tu me disais, mais avec qui on va travailler ? Tu crois qu'ils vont être intéressés ? Et en fait, ça allait vite. Oui. Et c'était pour toi aussi donner la confiance. Et moi, je me mets pas de limite, mais je pense quand même, surtout post-Paris 2024, donc ça, c'est pour les athlètes qui nous écoutent, prenez en main vos réseaux sociaux, prenez en main votre image, en fait. Vous êtes les seuls, comme un entrepreneur, comme moi, comme toi, quand tu fais ta communication. C'est un outil de travail. Moi, c'est ce que je dis souvent à Anne-Cécile. C'est un outil de travail, Instagram, et tu dois faire ta communication. Et si tu es vice-championne olympique et que tu as 20 000 abonnés, c'est pas assez. Il faut soit travailler ton image, investir comme tu investiras sur ton kiné. Ne va pas voir ton kiné quand tu es blessé. Va le voir avant. Investis sur ton corps, investis sur ton image. Et je pense que c'est vraiment lié. Et donc souvent, là, j'ai beaucoup d'athlètes qui m'appellent, puisque Paris 2024, l'après Paris 2024, je dis, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Genre, oui, j'aimerais bien discuter avec toi pour voir si ça peut le faire. Non, mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour ton image aujourd'hui ? Avec 5000 abonnés, tu es champion olympique, je ne peux pas... Ouais. Il faut que tu développes un univers, et c'est ça qui est dur pour les athlètes, c'est qu'aujourd'hui, la performance ne suffit plus pour attirer des marques. Ça passe par l'image. Ça passe par l'image et la confrontation avec les nouveaux créateurs de contenu, où ils sont aussi athlètes, ils sont sportifs, ils créent du contenu, ils ont des communautés de dingue. Donc vraiment, j'encourage les athlètes féminines notamment à prendre en main votre communication. N'ayez pas peur du regard des autres, et vous n'êtes pas obligé de montrer toute votre intimité pour que ça marche. C'est pas ça l'image. C'est qu'est-ce que vous voulez dire sur vos réseaux sociaux. Juste performance, ça ne suffira pas pour une marque. C'est dur, hein, parce que moi je le vois avec les athlètes que je peux avoir. Y en a certains qui ne savent pas faire, qui sont totalement focalisés sur justement la performance, le sport, et quand il faut, et moi le premier d'ailleurs, hein, je m'y mets un petit peu, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ou alors il faut avoir ces fameuses personnes ressources qui peuvent nous aider. Et puis il y a cette concurrence face à tout l'univers réseaux sociaux, et finalement le sport de haut niveau aujourd'hui est dans une catégorie pas évidente, parce que concurrence des autres créateurs de contenu non sportifs qui attirent aussi les marques. Et c'était la semaine dernière, je parlais à une grande marque automobile qui disait qu'aujourd'hui ils accompagnent plus les sportifs de haut niveau, ils se concentrent sur les chefs cuisiniers. Voilà, et ils ont 4 grands chefs cuisiniers comme tête d'affiche, et plus du tout de sportifs de niveau, parce que finalement les chefs cuisiniers correspondent un petit peu plus à la cible qu'ils ont. C'est un entrepreneur, un dirigeant, donc c'est un autre univers. Donc pour les sportifs de niveau, et même des sportifs olympiques médaillés, je trouve que la période, elle était déjà pas facile avant, et toi tu dois le voir encore plus que moi, elle est vraiment pas évidente, parce qu'ils se retrouvent assez esselés et face à une concurrence média qui est quand même très dure. Tout à fait. Donc c'était pour rebondir sur ce que tu disais, sur ne pas attendre la blessure pour aller prendre soin de son corps. Pareil pour le mental. Oui, tout à fait. N'attendez pas d'être en difficulté mentalement pour consulter ou pour prendre un prépa mental ou aller voir une psychologue. Et aussi, vous parliez de des fois, vous n'allez pas bien. Mais malgré tout, ça va vite. Il y a des contrats, il y a des blessures. Il faut toujours être réactif. Est-ce que vous ressentez, vous pensez avoir le droit de ne pas aller bien aussi, et de ne pas tout le temps être à disposition d'eux ? Moi, je dis jamais ça va pas. Et j'essaie de pas trop parler de moi, ou genre, quand la tête me demande ça va, oui, ça va. Je vais pas lui dire, écoute, là, je passe une période un peu dure, je doute, je me sens pas au top. Voilà. Mais comment tu gères ça ? Non, mais je continue, en fait. Ouais. Je continue, je me lève, j'y vais. Et des fois, j'accepte aussi de me dire, voilà, il y avait un podcast où vous parliez aussi des cycles menstruels. J'accepte de me dire, cette semaine, je vais avoir sûrement mes règles. Je suis au fond du rack, en fait. J'ai pas l'énergie qu'il faut pour taper dans les... Enfin, en fait, moi, je prospecte, donc il faut que je demande. Quand j'ai trop de retours négatifs, je filtre avec l'athlète. Ouais. Je peux pas lui dire, j'ai contacté 200 marques, j'ai que des retours négatifs. L'athlète ne va pas comprendre, donc c'est moi qui prends ce côté négatif.
Et ça veut pas dire que je suis plus mauvaise que l'année dernière. C'est juste que le côté Jeux Olympiques, bah, ça s'essouffle un petit peu, donc il faut se réinventer. Mais non, j'essaie de... Par exemple, c'est la première année, c'est le premier mois, où j'essaie de me remettre sur un programme sportif, alors que le sport fait partie vraiment de moi. Je suis sportive, j'aime le sport. Et j'essaie de me remettre à 3 séances obligatoires. Et en fait, c'est ça, c'est surtout que le temps va rogner, mon temps à moi, pour moi. Donc c'est plus, voilà, j'essaie de me remettre du temps pour moi et des fois d'accepter de dire, cette semaine, autant, voilà, une semaine où toi, tu vas avoir tes règles, tu vas pas te mettre des entraînements de malade. Là, j'essaie de faire en fonction mes rendez-vous et de me dire, je vais pas mettre une semaine de dingue avec des cours, avec des rendez-vous, des allers-retours, parce que je suis à plat, en fait. Okay. Et ça, c'est tous les mois. Alors moi, comme je l'ai un peu dit, j'ai eu un vrai moment assez long où ça n'a pas été. Et j'ai mis du temps avant de l'accepter et avant d'en parler. Donc là, toujours actuellement, je suis toujours suivi par une psychiatre. Je la vois une fois par semaine. Ça fait 4 ans que je la vois. Et c'est un rendez-vous où même si en ce moment, les choses, je vais plutôt bien et se sont stabilisées, que je garde parce que j'ai besoin d'avoir aussi ce pilier-là et cette ressource-là. Et avant d'arriver à institutionnaliser ça, à me faire accompagner, à passer aussi par un temps de traitement médical où on a cherché un petit peu ce qui me correspondait pour finalement se rendre compte que c'était plutôt une problématique de troubles de l'humeur. J'avais des phases très hautes, un peu euphoriques, encore plus hyperactives que ce que je suis normalement, et des périodes très sombres dans lesquelles je tombais assez violemment. Et avant de se rendre compte que c'était un trouble de l'humeur avec des cycles un petit peu courts, etc., il a fallu quand même pas mal d'années. Et moi, le premier, j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter que j'allais pas bien. Que ça s'était déclenché à un certain moment de ma vie, alors qu'avant, il n'y avait pas de problématique particulière et que là, d'un coup, le problème est arrivé. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter. Pendant 2 ans, 3 ans, je rejetais un petit peu tout le côté traitement médical et même rendez-vous médical. Donc voilà, pour un professionnel de la santé, c'est super, mais toujours pareil. Et maintenant que c'est beaucoup plus accepté et que j'ai réussi à rééquilibrer les choses en changeant mon organisation de vie, en apprenant à mieux aussi gérer le non, à mieux gérer le planning, à mieux gérer le sommeil, à mieux gérer les moments contraignants, c'est beaucoup plus accepté et j'en parle plus librement. Mais il y a eu quasiment 3 ans où c'était totalement chaotique, où j'étais complètement perdu dans les émotions et dans ce que je traversais, et où il a fallu pour le coup que j'ai un entourage très solide qui soit présent justement pour me guider. Et même si je donnais le change face à des sportifs qui avaient des besoins, il fallait répondre présent, garder le sourire, etc., il y avait moi, le matin, qui était au fond du lit et qui était incapable de sortir de son lit parce que ça n'allait pas. Et ça, c'est quelque chose de difficile parce qu'on se sent, fondamentalement, on se sent nul ou on ne se sent pas... Enfin, il y a une part de nous qu'on ne comprend pas et ça nécessite du temps, du travail, et je pense effectivement beaucoup de discussions assez ouvertes aussi pour se rendre compte qu'au final, on n'est pas tout seul dans cette histoire-là et qu'on est beaucoup aussi à traverser des moments comme ça dans notre vie, et il faut les accueillir et pour pouvoir les traverser. Donc, mais pas évident, pas évident d'accepter quand ça ne va pas et d'aller trouver les personnes pour nous aider et d'accepter l'aide. Ouais, c'est vrai que et ça m'envoie sur comment j'étais athlète. J'avais vraiment des cycles aussi, vraiment, où je pouvais monter très haut et très bas, où je revois vraiment cette scène de presse, ou même monter les marches pour me rendre au pôle, où je me disais, mais qu'est-ce que je fais vraiment, je sais plus où j'en suis. Et pour autant, on était suivi par un psychologue parce qu'il fallait être suivi. J'avais pas pris conscience de l'aide que ça pouvait m'apporter. Et je pense que j'encourage les athlètes à effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, ne pas aller voir le psychologue uniquement quand ça va pas, parce que souvent en fait on peut plus structurer nos idées, puis il y a trop de choses, donc on se dit je vais pas y aller. Donc j'encourage à y aller, à ceux qui sont sur structure, à aller voir les psychologues de la structure, et s'ils se sentent pas à l'aise avec le psychologue de la structure, ce qui était mon cas, bizarrement j'avais l'impression que mon directeur de pôle avait un compte rendu derrière. Et du coup, je me livrais pas, ou alors je me disais que c'était un peu un aveu de faiblesse.
Et avec du recul, je me dis que peut-être que j'aurais été meilleure, j'aurais été plus performante si j'avais pu gérer pourquoi des fois j'avais envie de m'arrêter. Donc voilà, encore une fois, j'encourage les athlètes à aller voir les personnes de santé assez tôt, et en plus, c'est remboursé. Donc, Et pour aller dans ce que tu dis, pour tous les athlètes, n'oubliez pas que vous êtes libre du choix de votre praticien. Donc c'est pas parce qu'on est dans une structure avec des professionnels de santé qui sont mis à disposition, qui sont des ressources, que évidemment vous pouvez utiliser. Mais si à un moment vous n'êtes pas à l'aise ou que vous avez justement cette impression que la parole ne sera pas totalement libre parce que l'interlocuteur en face fait partie d'une structure et est salarié de la structure, vous êtes tout à fait libre d'aller voir quelqu'un en dehors. Personne ne pourra jamais vous le reprocher. En tant que patient, on est libre du choix de son praticien. Alors, donc ça, c'est... Voilà, ne pas se sentir enfermé à justement se fermer à la discussion, se fermer à l'autre, parce qu'on a peur que ce qu'on dise soit mal interprété ou soit transmis à je ne sais pas qui. Donc, ne pas hésiter à aller en dehors s'il y a besoin. Il y a des ressources aussi en dehors. Écoutez, je pense qu'on ne pourra pas donner meilleurs conseils. Merci beaucoup, merci Rachel, merci Erwan pour vos partages, pour la mise en lumière de votre travail de l'ombre. On espère que cet épisode vous aura plu et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Post-Carrière Vie en en parle. Merci à tous. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Quand je lève les yeux vers le ciel, je me rends compte de toutes ces merveilles que je vis au quotidien. J'ai tellement de chance que je ne changerai rien. Voyager à travers le monde et vivre de sa passion, en profitant de chaque seconde, tout en relâchant la pression. Je prends le temps de vivre